Ce colloque tient toutes ses promesses, puisqu'on a eu 2 journées fabuleuses quand même. C'est les retours qui nous font penser ça. On a terminé en beauté, en plus, hier soir. En musique, ça nous a fait du bien. Ça a reposé un peu nos âmes. Ça a reposé notre mental. On est au cœur de Mercure, faut pas oublier. On est au cœur de Mercure, et Mercure, c'est vraiment c'est l'intellect. C'est tout ce qui touche au mental débridé. En plus, on a des intervenants mercuriens ici. Je pense à Michel Vital de Bossé, qui est mon père spirituel depuis 30 ans, qui lui est un vierge ascendant vierge. Autant vous dire qu'il turbine de la caisse à savon. Et alors, comme je disais, Saint-Michel offre la possibilité de nous offrir ces énergies. Profitons-en. Profitons-en. Le travail de transmutation est à l'ordre du jour. C'est marrant parce qu'en fait, on parlait de... Quelqu'un me posait la question hier, la différence entre la transformation et la transmutation. Eh bien, la transformation, c'est le bois en charbon, et la transmutation, c'est par exemple le charbon en cristal ou la chenille en papillon. C'est intéressant, la chenille en papillon, parce que la chenille, quand elle construit sa chrysalide, elle s'enferme dedans, et là, à l'intérieur de la chrysalide, s'opère un travail de transmutation très fort, puisque si vous ouvrez la chrysalide, il n'y a pas de larve à l'intérieur, c'est juste de l'eau. Ce qui veut dire qu'en fait, la chenille s'autodissout, s'autodigère, et c'est à cette seule condition qu'elle peut faire le travail de transmutation. Et quand on dit à quelqu'un, dis donc, tu veux pas te mouiller, tu veux pas te mouiller, ça veut dire ni plus ni moins, tu veux pas faire le travail de transmutation, tu veux pas te dissoudre, tu veux pas t'auto-digérer, tu veux pas renoncer à ce que tu as été pour faire le passage, quoi. Or, l'homme, de toute façon, le dessein de l'homme, c'est justement de transmuter. C'est ce que va nous expliquer d'une certaine manière, un petit peu au travers de son métier, Benoît Retailleau, que moi j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Benoît Retailleau était l'ostéopathe préféré des escrimeurs du Conservatoire national d'escrime ancienne que j'ai créé avec Michel Palvado. Et un jour, j'avais un problème de dos. On m'a dit, va voir Benoît, il est très bien. Et j'ai trouvé très bien sur plusieurs plans, en fait. Évidemment, sous le plan de la mécanique, il est très fort, mais il est animé d'autre chose, Benoît. Et c'est à cette occasion que j'ai demandé de venir faire une conférence. Mais je fais pas de conférence, moi. J'ai dit, mais si, mais tu le sais pas, en fait. Et donc, en fait, il me rappelle un petit peu Michel Descendier, ici présent, qui est notre astrologue préféré. Michel, tu es là ? Il arrive, Michel, ouais. Michel qui est un astrologue fameux du côté de Nantes, qui non plus n'avait jamais fait de conférence. Je lui ai dit, mais il faut absolument que tu viennes nous présenter le bilan 2021 et ce qui adviendra en 2022. C'était pour les journées de la salamandre. Il dit, bon, il s'est arraché une côte pour venir, je te jure. C'était la montée du Golgotha pour lui. Il est venu, et finalement il est revenu parce qu'il a trouvé son compte, et puis il a eu le sentiment qu'il était temps pour lui aussi de transmettre des choses. La différence entre toi et Benoît, Benoît et Michel Descendier, c'est que Michel, il est de ma génération, donc il est un peu plus vieux, quoi. Donc il manifeste le souhait de transmettre un peu sur le tard. Même si dans son cabinet, Michel Descendier transmet énormément de choses à ceux qui viennent le visiter. Donc Benoît, je pense que tu étais l'homme de la situation pour venir nous accompagner dans les journées d'alchimie. Tu fais partie de ces merveilleux piliers qui ornent notre projet. Et je vous laisse en compagnie de Benoît. Vous verrez, c'est une belle âme, ancienne, malgré la jeunesse de son visage. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureux et très ému d'être parmi vous, et je vais vous présenter des éléments sur la transmutation et la santé. C'est un très très vaste sujet, il a fallu faire beaucoup de tri, et je vais passer assez rapidement au départ, je vais être assez synthétique, parce que c'est la deuxième et la troisième partie que je souhaite développer plus.
Donc, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, je vais lire juste là, après, normalement, j'aurais pas besoin de lire, c'est ça. Si on ne sait pas grand-chose des balbutiements de la médecine, on sait toutefois que dans le monde entier, les proto-religions et les proto-médecines ont été le fait des chamans. À la fois guérisseurs et intercesseurs avec le monde des esprits, ces hommes et ces femmes sont à l'origine des premières conceptions de la santé. L'étude étymologique des points en langue chinoise permet de retrouver la trace historique de leur existence. Et donc c'était vraiment ça, c'était une vision du monde avec des divinités, des forces de la nature, et le chaman était le lien entre ces divinités et ces forces et l'être humain. Et donc ils ont mis en place au fil du temps énormément de rituels, énormément de moyens de travailler, avec un point commun souvent qui est la notion de transe. Et donc on peut retrouver ça avec le mot Ling, qui veut dire le chaman guérisseur, a priori en chinois. Il y a des spécialistes, je crois, mais voilà, dans la salle. Dans sa forme la plus ancienne, il s'agit d'abord d'obtenir une pluie avec de grosses gouttes qui remplissent des contenants, bols ou jarres. Et une autre interprétation qui devient de plus en plus plausible, en fait, serait qu'il y a des bouches qui chantent pour faire venir la pluie, 2 ou 3. Vous voyez ? Donc il y a les représentations avec les gouttes de pluie qui sont schématisées. La pluie représente la concrétisation de la relation directe du ciel avec la terre, où le ciel fertilise la terre par le biais de l'eau. Et puis ensuite, petit à petit, il y a eu des courants de pensée et des techniques qui se sont développées à travers le monde, où ils sont partis du constat que en fait, les problèmes, les maladies, pouvaient venir du corps en lui-même et de l'individu en lui-même, et pas forcément de divinités ou de démons extérieurs, ou de forces de la nature, ou pas que en tout cas. On retrouve ça avec du coup des techniques très très anciennes, de 1500 à 2000 ans avant notre ère, en médecine traditionnelle chinoise. Il y a beaucoup de points communs, vous voyez notamment en acupuncture. Voilà. Ils faisaient la moxibustion, qui était l'utilisation de la chaleur, des massages, il y avait d'autres choses, des ventouses, des décoctions, des baumes, etc. On retrouve ça en Inde, avec, il y a des différences, mais il y a beaucoup de points communs. Très très ancien, la médecine ayurvédique très ancienne. Le Tibet également. Il y a eu sûrement des échanges, des interrelations. On retrouve toujours les mêmes principes. Il y a quelques différences. Je passe rapidement. Et puis on arrive en Grèce avec exactement la même chose. Autrefois, c'était donc la vision très très déiste avec Asclépios qui est représenté. C'est le personnage que vous avez ici, avec une de ses filles, Hygie, qui a donné le terme hygiène, Asclépios, qui était le fils d'Apollon, et qui soignait lorsque les patients étaient en sommeil, ils appelaient ça l'incubation, les patients s'endormaient, et donc c'est là où les divinités venaient les soigner et venaient dans leurs songes pour leur donner des éléments de réponse sur les questions, les problématiques qu'ils avaient. Et puis est apparu Hippocrate, qui est donc le père de la médecine occidentale moderne, qui a vraiment introduit le fait que le corps également pouvait être lui-même porteur de problèmes et qu'on pouvait donc régler en intercédant directement avec le corps. Malgré tout, dans son fameux serment d'Hippocrate, il s'en remet aux divinités, que ce soit Apollon, Asclépios, etc. Et donc, de cette tradition-là, on voit une représentation très ancienne d'Asclépios, qui a, ceci dit, des ailes à ses chaussures, un peu comme Hermès, et qui est représenté, son symbole, c'est un bâton, avec cette forme-là, à la fin. Très longtemps, ça a été représenté comme... Enfin, plus tard, ça a été représenté comme 2 serpents, un peu entrelacés. A priori, les historiens tendent à dire qu'en fait, ça représente un bâton que l'on pouvait donc frotter dans un sens et dans l'autre, contre un autre bâton pour faire du feu. Et dans beaucoup de cultures, les dieux étaient porteurs de connaissances, et notamment de la notion de la maîtrise du feu. Et donc, ce bâton-là a donné le caducée, donc celui d'Asclépios, c'est le deuxième, qui ensuite a inspiré les caducées modernes. Pour les pharmaciens, vous avez la coupe d'Hygie, donc la fille d'Asclépios, avec le serpent qui s'enroule et qui vient verser dedans. Vous avez pour les médecins, toujours l'axe, le bâton avec le serpent qui s'enroule, un seul qui s'enroule, et au-dessus c'est un miroir. Et puis ensuite vous avez, pour les sages-femmes, et puis il y en a plein d'autres, pour les infirmières, etc., pour les kinés. Et puis, à ne pas confondre avec le caducée d'Hermès, qui, en fait, il y a eu des confusions qui ont été faites à partir du XVIe siècle, mais voilà, historiquement, c'était pas du tout ça.
et qui était lui, qui avait la capacité de soigner les morsures de serpents, mais qui était pareil, avec un axe, 2 serpents qui s'enroulent, le nombre de spires change suivant les périodes, avec des ailes et puis une petite sphère en haut. Hop. Il y a donc de nombreux points communs entre toutes ces, toutes ces cultures, et notamment avec toujours une notion d'axe, une notion de quelque chose qui s'enroule, une forme d'énergie ou quelque chose, et puis en haut, une partie plus connectée au divin. Une des clés de toutes ces, de toutes ces croyances, c'est que les pensées, les paroles et les actes doivent être synchronisés. En fait, il faut que la personne soit dans un état de conscience modifié, que ses pensées soient très précises. Et puis ensuite, le guérisseur, notamment, qui est en transe, va très très souvent avoir des paroles et avoir des gestes. Et sans vouloir du tout blasphémer, mais on peut interpréter certains... même dans la religion catholique, le Christ, lorsqu'il soignait, il ne récitait pas énormément de choses en latin, avec de l'eau bénite ou des choses comme ça. Systématiquement, il y avait des paroles qui étaient très précises et des actes qui étaient posés. Et ces pensées devaient être extrêmement synchronisées. On passe à l'être humain. Là, c'est les parties que je vais développer un petit peu plus. Et vous allez voir où je vais en venir par rapport à tout ça. Vous avez ici une ovule représentée, c'est une vue microscope. Vous avez le spermatozoïde. Et voilà, c'est pour donner l'échelle, l'autre représentation des deux. En fait, pendant très longtemps, et notamment dans les FIV, l'injection des chromosomes paternels était faite complètement au hasard au niveau de l'ovule. Et ils se sont rendus compte en fait que l'ovule est protégé par ce qui s'appelle la membrane pellucide. C'est une chaîne de mucopolypeptides. C'est une protection. Et dans la tête du spermatozoïde, il y a des enzymes qui vont pouvoir grignoter cette couche-là pour accéder ensuite à l'ovule. Et en fait, les chromosomes maternels sont à un pôle qui a été défini comme le pôle nord de l'ovule, et exactement au pôle sud, à l'opposé, cette membrane vient faire entrer, ça s'appelle une invagination, vient entrer, et ça fait exactement la taille de la tête d'un spermatozoïde, c'est celui qui va se loger à cet endroit-là, au pôle opposé de là où sont les chromosomes maternels, qui va avoir une toute petite couche pellucide, ça s'appelle comme ça la couche autour, à dissoudre, et ensuite la membrane de la tête du spermatozoïde va fusionner avec la membrane de l'ovule. En 40 secondes, vous allez avoir une migration de toutes les protéines de la membrane du spermatozoïde qui va complètement reconfigurer la membrane complète de l'ovule. Et il y a une dépolarisation d'ions zinc qui a lieu. Ce sont des petits ions négatifs, il y a des petites vésicules dessous qui vont vraiment, ça fait un flash de lumière et d'énergie, vraiment visible au microscope. Ça a été découvert d'abord complètement fortuitement en laissant un microscope allumé. Et ça s'est passé sans que ce soit recherché. Et ça va complètement remodifier en 40 secondes l'intégralité de la membrane. Et puis ensuite, les chromosomes vont être donc injectés. Il va y avoir des myofilaments qui vont migrer entre les chromosomes maternels et les chromosomes paternels. Et vous avez par paire, et c'est là où les chromosomes vont migrer et former le fameux X que l'on a tous dans la représentation. Et ça donne vraiment un axe électromagnétique en tout cas. Et en fait, pour savoir, la zone de la centriole se scinde et tout le reste, y compris les mitochondries qui sont les centrales d'énergie de toutes les cellules vivantes, eh bien tout ça, ça reste à l'extérieur. Il n'y a vraiment que la tête débarrassée de son acrosome, ça s'appelle des enzymes, qui vient fusionner. Et donc, il y a des notions qui sont transmises et qui sont de plus en plus au goût du jour sur le fait que la membrane cellulaire serait elle-même porteuse d'informations. Il y a le codage génétique qui est indiscutable, mais en fait, les gènes seraient probablement plutôt comme un immense livre de recettes de cuisine. Et ensuite, c'est la cellule, lorsqu'elle a besoin de fabriquer telle protéine pour telle fonction, qui va venir chercher dans ce livre de cuisine l'enchaînement de nucléides, mais l'enchaînement donc d'atomes qui vont lui permettre ensuite de créer les protéines dont elle a besoin. Et il y a des cellules qui vivent en laboratoire et sans noyau, donc sans leurs chromosomes. Donc, et probablement que c'est une des causes, c'est une piste de plus en plus sérieuse sur les maladies auto-immunes, certaines maladies auto-immunes, quand il y a des chocs émotionnels, en fait, certaines cellules qui vont réagir vont avoir leurs membranes qui vont se reconfigurer très rapidement, et du coup trop rapidement pour le système immunitaire, qui ne va plus reconnaître les cellules,
va les considérer comme non-soi et va les attaquer. Ça donne les maladies auto-immunes. Et donc, il y a sûrement beaucoup d'histoires qui est transmise de cette façon-là. Dès qu'il y a eu fécondation, tout de suite a lieu un énorme processus de division. C'est extrêmement rapide, division cellulaire. Mais l'axe va toujours rester, l'axe électromagnétique. Il y a une phase ensuite où vous avez ici le futur embryon, qui est voilà, un stade à 2 puis 3 foyers, mais tout plein en fait. Et vous avez la formation, à partir de ce qui s'appelle le nœud de Hensen, d'une ligne primitive où il n'y a pas de cellules. C'est juste un espace sans cellules, central, axé, qui va évoluer avec le repli de ce qui va donner le tube neural, ce qui va donner tout notre système nerveux central. Et donc, vous avez au niveau de notre système nerveux central, ensuite, ce qui s'appelle le canal de l'épendyme, qu'on voit, voilà, qui est en haut de l'espèce de H, au centre du H. Voilà, ça, c'est une moelle épinière en coupe. Vous avez donc les nerfs en jaune, puis ensuite, vous avez les 3 méninges qui donnent les méningites. C'est une inflammation de ces méninges, les méningites. Et vous avez donc, là où il y a les noyaux gris centraux, le H, c'est là où il y a vraiment le corps des neurones, eh bien, vous avez le canal de l'épendyme, un petit trou qui est le reliquat de cette ligne primitive. Hop. Et qui vient se terminer, donc là il est représenté en orange au centre, il monte, il arrive dans ce qui s'appelle le 4e ventricule, je monte comme ça, le canal de l'épendyme, 4e ventricule, et il arrive vraiment juste sous cet axe-là. Il y a cette zone-là qui est importante, et puis ensuite la fameuse glande pinéale. La glande pinéale qui est représentée dans énormément de cultures comme étant le lien entre l'homme et le divin. Vous retrouvez ça déjà chez les Assyriens, vous retrouvez ça vraiment partout. Il est représenté, il y a quelques répétitions, c'est des images que j'ai prises, je vais passer vite, avec une grosse représentation au niveau du sceptre du pape, qui est juste sous le Christ, et puis une sculpture qui était probablement dans un temple d'Isis avant, et qui était au départ directement à l'entrée de l'ancienne basilique Saint-Pierre à Rome, et vous aviez donc un immense accès qui arrivait, enfin vraiment une immense comment dire, une route qui arrivait au niveau de la cour de la basilique, et ensuite vous avez sous le porche pour rentrer dans la basilique, vous aviez cette pomme de pin qui était installée. Il y a eu une tempête au XIIIe siècle, ça s'est effondré, ils l'ont remise à une autre place, mais qui a exactement la même configuration, ceci dit, avec un axe qui amène à cette zone-là. Et donc, c'est vraiment au centre de notre système nerveux central. Vous avez en rouge le 3e ventricule, voilà, qui est une zone, et donc la glande pinéale, et vous avez le canal de l'épendyme, le 4e ventricule, l'actuque du cilius, peu importe, et vous avez, voilà, elle va être ici, dans cette petite fossette qu'il y a derrière. Hop. On la revoit, elle va repasser, mais elle est là. Hop. Je suis désolé, j'ai pas de pointeur. Mais voilà. Et alors ça, je passe sur le système nerveux. Hop. Mais on va retrouver, c'était sur le système nerveux, je vais pas m'étendre dessus, on pourra en discuter si jamais vous avez des questions, ou ça fera l'objet de quelque chose d'autre, mais le système nerveux neurovégétatif, ou autonome, a vraiment une configuration avec des plexus, qui vont correspondre exactement au chakra. Et voilà, il y a vraiment un lien très très particulier. Mais je suis désolé, j'enchaîne. On va passer un petit peu plus au cœur du sujet. Et c'est... Oui. Oh, merci. Merci beaucoup. Sur l'ostéopathie. Et donc, je vais malgré tout être relativement rapide. Voilà. Le fondateur s'appelle Andrew Taylor Still. Il est né en 1828 aux États-Unis. Et il a eu pas mal de... Donc il était médecin, il était pasteur méthodiste. Il a vécu plusieurs années dans des tribus d'Amérindiens Shawnee. Et il a fait... Donc, pendant la guerre de sécession, il était chirurgien. Et puis, il a malheureusement perdu sa première femme en couche. Et 5 ans plus tard, il y a eu une énorme épidémie de méningite dans la ville où il était, qui s'appelait Kirksville, et il y a 30% de la population qui est décédée. Et lui, il a perdu 3 de ses enfants, y compris son petit bébé de 2 mois, il s'était remarié entre-temps. Et le traitement de l'époque, c'était donner du whisky et faire des saignées. Et ça l'a traumatisé de faire ça à des bébés, à son bébé et à d'autres bébés. Ça a été très très compliqué pour lui. Il y a une certaine logique à faire ça, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et l'année d'après, il a perdu un autre de ses enfants d'une pneumonie.
Donc ça l'a dévasté. Et ensuite, il s'est mis à réfléchir, il était très croyant. Et il s'est dit, mais comment c'est possible que Dieu, parfait, ait pu faire l'homme imparfait et qu'il y ait besoin de rajouter des drogues ou de faire des choses pour pouvoir extérieures, pour pouvoir soigner les personnes, alors que, d'ailleurs, pour les mêmes maladies, d'autres personnes guérissent. Et donc vraiment, il a beaucoup disséqué, beaucoup recherché, beaucoup essayé de comprendre, lu énormément de choses, beaucoup de correspondances avec plein de types de courants, des vitalistes, des médecines ayurvédiques, médecine chinoise, vraiment beaucoup de choses. Et puis le 22 juin 1874, lui vient l'idée à 46 ans de l'ostéopathie, du concept. Il fonde une école, il a énormément de succès, ça a été retrouvé énormément de succès au niveau de ses soins. Il a un de ses élèves qui deviendra son thérapeute, qui s'appelle William Gardner Sutherland, qui lui aussi a énormément réfléchi, une fois après avoir été donc formé par Steele, et il s'est demandé vraiment pourquoi est-ce qu'au niveau du crâne, il n'y avait pas de mouvement de décrit, alors que vraiment la configuration des os du crâne laisse à penser qu'il y a des mouvements. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va passer... Je reviendrai peut-être s'il y a besoin. À la notion de transmutation, qui est ce qui nous amène aujourd'hui. La définition, elle est simple, c'est le changement de nature, une transformation totale. Et la définition de la santé par l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et donc, concrètement, l'ostéopathe, pour pouvoir, donc il y a un côté mécanique des choses, qui est l'ostéopathie classique, mais la vraie ostéo originelle, qui est appelée maintenant ostéopathie biodynamique, a un prérequis. On retrouve des points communs avec justement les guérisseurs d'autrefois, mais c'est un peu plus expliqué. Ce qui s'appelle les 3 neutres, qui est vraiment le prérequis à pouvoir faire un traitement biodynamique. Il faut le neutre du praticien. C'est un état posé, un état de calme, on en reparlera un petit peu après, un état de tranquillité. Ce qui a été mesuré par John Zimmerman en 80, c'est que la fréquence du praticien est entre 7 et 8 Hz, soit exactement à la jonction entre la longueur d'onde alpha, qui est de 8 à 12 Hz, qui est l'état de relaxation, et la longueur d'onde θ, qui est de 4 à 7 Hz, c'est un état de profonde méditation. Et donc, une fois que le praticien est dans cet état de neutre, il l'expand à la pièce, ce que Sutherland appelait le sanctuaire. Et c'est une façon de sentir la pièce se poser, le calme. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand il y a eu des lieux de culte ou des lieux où des gens ont fait des méditations, ou des fois aussi dans certaines salles de soins, spontanément, on n'a pas envie de faire de bruit, on a envie d'être calme, d'être tranquille. Souvent, on baisse le niveau de sa voix inconsciemment et on est posé. Et c'est un état de neutre qu'on ressent vraiment et qu'on avait ressenti lors de la méditation très fortement d'hier matin. Et puis, de fait, lorsque le patient va rentrer dans la pièce, eh bien, il va commencer à accéder à son propre neutre, son propre état de neutre. Et après, le praticien, souvent à partir du crâne, mais on peut le faire à partir de n'importe quelle zone du corps, va faire ce qui s'appelle un raffinement du neutre. C'est-à-dire, on va augmenter le neutre chez le patient. Et il y a des clés pour que le traitement fonctionne, qui sont assez simples, mais qui, en vrai, dans les termes, sont assez simples. Il faut aimer son patient, d'accord, donc pas un amour, mais vraiment... avec de la bienveillance, c'est une des clés de l'univers de toute façon. Et il faut, on dit présence, patience et confiance. Il faut être présent dans l'instant présent. On revient à beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Il faut de la patience. Il y a le temps pour faire les choses. C'est pas à nous de les amorcer, c'est pas à nous de les précipiter. Mais c'est parce qu'on est là, présent, que les choses vont se passer. Et donc il faut profondément avoir confiance dans le système, confiance dans l'univers et confiance dans ce qui va se passer. Ce que disait Becker, qui était l'élève et le thérapeute de Sutherland, c'est « be still and know ». Et vraiment, c'est ça. C'est soit tranquille, le style est très difficile à traduire en français, mais c'est soit tranquille, soit calme, et connaît. Et lorsque l'on est sur le patient, souvent au niveau du crâne, mais pas que, lorsqu'on pose les mains, on va au départ sentir des mouvements plus ou moins désordonnés. Et puis petit à petit, justement, par rapport à tout ce processus de neutre, eh bien, les mouvements vont se calmer et vont complètement cesser d'être désordonnés. C'est ce qui s'appelle le still point, qui est le point de départ du soin, qui est le point de départ de la transmutation. C'est un point de tranquillité.
C'est une porte ouverte à la respiration primaire, c'est une notion que je développe un peu après. Et c'est un point qu'on appelle un fulcrum en ostéo, au sein duquel prend place vraiment la transmutation. Excusez-moi. Oui. Lorsqu'on pose les mains, on sent des mouvements plus ou moins ordonnés, des santé dans les mains, des mouvements. Alors c'est une sensation. C'est ce qui est très difficile en général à décrire. C'est comme si vous devez décrire la sensation du goût du chocolat à quelqu'un qui n'a jamais goûté. Eh bien, vous pouvez avoir lu tout ce que vous voulez sur le chocolat. Tant que vous n'avez pas goûté, vous ne savez pas. D'accord ? Vous avez des notions, vous avez des informations, mais vous ne savez pas. Et c'est vraiment ça. Quand on pose les mains, mais c'est vrai tout le temps, on va avoir des mouvements, mais que ce soit au départ le mouvement de la respiration, les contractions musculaires, le rythme cardiaque, les petits mouvements qu'il va y avoir, et puis même des mouvements tissulaires, un petit peu de fluctuation, on sent ça, mais vous verrez, je le développe après, c'est une première étape. Il y a vraiment autre chose après, c'est cette autre chose qu'on va chercher. Et en fait, dans cet état de transmutation, ce que l'on ressent, tout le patient change sa texture, son ton, son tempo et son rythme. Il change entièrement dans ce qu'il est. Il redevient en fait au côté à ce qui était primordial, à ce qu'on appelle l'embryon jumeau, qui est l'embryon parfait. Les tissus deviennent fluides, c'est vraiment des mouvements de fluide. Et puis ces fluides, petit à petit, se changent en puissance. On sent une puissance, une présence, quelque chose d'extrêmement puissant qu'on ne peut pas influencer. Et cette puissance ensuite se dissout dans ce qui est appelé l'immobilité dynamique. Ce sont des données, je développe ça après. Mais vraiment, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de limite. C'est une immensité. Voilà à quoi ça va correspondre. Merci encore pour le pointeur. En fait, quand on commence, on sent tous les rythmes biologiques qui sont variables, ça fluctue. La respiration peut changer, le rythme cardiaque, les tensions musculaires, quoi que ce soit, c'est tout le temps variable. Et puis quand on dépasse avec l'état de neutre cette zone-là, donc ça c'est tout ce qui est la biomécanique, qui est lié au mécanisme volontaire, c'est l'intellecte, c'est le système nerveux central, ça. Vous avez ensuite un premier rythme qui s'exprime, c'est l'expression des forces vitales, qui ont été appelées la marée, qui est de 1 cycle toutes les 45 secondes. Et en fait, on sent que ça gonfle, ça a été appelé l'inhalation. Il y a une petite pause, et il y a une phase d'exhalation. Ça revient, petite pause, et ça repart. C'est ce qui s'appelle un mécanisme involontaire. On ne le contrôle pas. Il est régulier, il est présent partout. Vous l'avez également chez les animaux, vous l'avez également sur les plantes. Pour l'être humain, on dit que ça correspond à l'intuition. Et quand on passe au-delà, c'est-à-dire qu'on attend encore, qu'on est encore plus calme, on va arriver à un rythme encore plus profond, qui est encore plus puissant. Quand on est connecté dessus, vraiment, c'est quand on est synchronisé avec, il y a une puissance dedans qui s'en dégage, qui a été appelée la longue marée, qui est de 6 cycles toutes les 10 minutes. C'est plus d'1 minute à chaque fois. C'est vraiment très long. Imaginez, c'est presque 40 secondes, juste une phase d'inhalation. Et ça correspond, ce sont des notions de l'involontaire manifesté, mais en fait, cette longue marée, vous verrez, je reprends après dans l'autre sens, elle commence à l'horizon, par l'effet du souffle de vie, qui en fait arrive à l'horizon, qui est la limite de notre matière terrestre, c'est-à-dire de vraiment tous les atomes et toutes les molécules qu'il y a directement liées à notre Terre, avec l'atmosphère. Et vous avez au-delà, ce que l'on peut percevoir très très profondément, c'est l'immobilité dynamique. Ce qui s'appelle aussi, ce qui se manifeste par ce qui s'appelle la phase d'inhalation prolongée. C'est un système qui gonfle et qui croît de façon infinie tout le temps. Quand on est connecté à ce rythme, ça n'est que de la croissance infinie. C'est probablement le rythme de la croissance de l'univers, de l'expansion de l'univers. Vraiment, ça. Et vous avez ensuite la partie du divin sur laquelle on ne peut pas accéder volontairement. On dit qu'on est invité, dans certains cas. La zone du divin, dont la première manifestation est la respiration primaire. Avant toute chose, il respire. On revient sur la notion de logos aussi. C'est une vibration gigantesque qui est acausale, c'est un modèle originel auquel l'âme peut se connecter, y compris l'âme du praticien, bien sûr. Et donc en fait, ce divin respire d'une façon colossale, anime tout ce qui existe. On peut s'y connecter et sentir cette phase de croissance gigantesque et l'univers s'expand à des vitesses faramineuses. Et quand cette force-là arrive au niveau de la matière de la Terre, sur l'horizon, ça devient la notion de souffle de vie qui va animer les choses. Là aussi, vous avez beaucoup de cultures qui parlent de ça.
de la notion comment dire ça, du divin qui se manifeste dans la matière. Et vous allez avoir des rythmes plus ou moins superficiels, jusqu'à des rythmes très superficiels, qui existent, qui ont leur importance. Et donc, la notion de physique quantique. Il y avait plusieurs types de physique, vraiment avec une très grosse évolution avec la physique newtonienne. Et puis ensuite, il y a eu une première expérience en 1801 qui s'appelle les fentes de Young, qui a complètement bouleversé le monde scientifique. C'est vieux, hein, ça fait plus de 200 ans. Alors, je vais vous montrer pour ça, après, une petite vidéo. Voilà. Tout simplement, il a pris un tube, Young, et son équipe, ils ont pris un tube et ils ont mis à la sortie 2 fentes parallèles. Et il y avait ensuite un champ. Et c'était des petites billes qui avaient de la peinture, et donc ils projetaient ces billes à travers ces 2 fentes. Et évidemment, on retrouvait 2 fentes parallèles, les marques qui étaient laissées par ces corps physiques. Et ensuite, au lieu de propulser des particules, au lieu de propulser des objets, il l'a fait avec de la lumière. Et là, au lieu d'obtenir 2 traits parallèles, il a obtenu une sommation d'ondes, c'est-à-dire des traits comme ceci, qui ne peuvent s'expliquer que par un mouvement ondulatoire des choses, qui a donné la notion de dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que les particules, notamment les électrons ou les photons, la lumière, se déplacent sous forme d'ondes avec des zones de haute probabilité d'être présents à partir du moment où on leur demande de se manifester. C'est-à-dire que toute cette phase-là, ils n'ont pas besoin de choisir leur position physique. À savoir qu'ils ont, dans l'installation, ils lançaient une particule à la fois. Ils attendaient que ce soit arrivé jusqu'au champ, jusqu'au récepteur, pour lancer la suivante, pour qu'il n'y ait pas d'influence, etc. Et donc, l'explication, c'est que la particule passe à la fois, en même temps, par les 2 fentes. Et c'est seulement lorsqu'on lui demande d'être présent physiquement qu'elle va se manifester et donc se mettre là où les longueurs d'onde vont être les plus élevées. On dit, la physique maintenant est probabiliste, là où il y a les plus grandes probabilités d'être présent. C'est vraiment ce qu'on voit. Hop. Ça donne ça, concrètement. La source, le champ avec des fentes, et voilà ce qu'on obtient réellement. La lumière, là c'est des photons verts, un laser vert, qui est passé, et ça donne ça. Donc, on a notre laser, les 2 fentes, et on obtient cette interférence-là. Et là où c'est devenu complètement délirant, ça a à nouveau rebouleversé le monde de la physique. C'est qu'on a pu avoir des détecteurs, il y a une vingtaine d'années, des détecteurs photoélectriques. Et même récemment, je vous en parlerai, ce sont même des caméras qui font 6 milliards d'images à la seconde. C'est gigantesque. Au tout départ, ces détecteurs étaient mis devant. Et là, on a obtenu des points, et plus la sommation d'ondes. C'est-à-dire le fait de l'observer, d'avoir quelque chose qui lui demandait de se manifester physiquement avant le passage des fentes, eh bien, la particule, par exemple le photon, se comportait comme une particule, réellement. Il perdait sa capacité ondulatoire. Ok. Et ça, voilà, autant une fente que l'autre. Et puis, on a observé, toujours devant au départ, pas ici, toujours devant au départ, on a observé une seule fente. Et même chose, la particule passait soit là, aléatoirement, et avait déjà donc un corps, et non pas une onde. Et là où ça devient encore plus fou, c'est qu'ensuite, les détecteurs, on les a mis derrière les 2 fentes. Donc en théorie, l'onde est censée être passée par les fentes. Et ensuite, on lui demande de l'observer. D'accord ? Et on réobtient 2 zones parallèles. C'est-à-dire qu'à l'échelle des particules, tout fonctionne comme si elle savait qu'elle allait être observée le long de son trajet. Et donc que dès le départ, malgré un fonctionnement aléatoire, elle prenait directement, mais de façon aléatoire un côté ou l'autre, directement comme une particule, dès le départ, avant de passer devant le détecteur et avant de passer dans les fentes.
C'est-à-dire qu'à l'échelle des particules, réellement c'est ce que l'on observe, seul existe son point de départ, son point d'arrivée, et le fait que sur le trajet, il soit observé ou pas. Alors qu'on connaît la vitesse de la lumière, qui est la limite d'une constante physique réelle, et qui se déplace à 300 000 mètres secondes, et donc comment dire ça, il y a normalement dans l'espace-temps pas possibilité de venir de façon rétrograde. Donc on n'a pas l'explication concrète encore, on s'en approche, il y a des idées, mais vraiment c'est une inconnue. Et par extension, de manière simplifiée malgré tout, mais nous avons un corps parce que nous savons que nous sommes observés et que nous faisons partie d'un tout. Parce que, en fait, le fait que les autres particules existent, on revient à la notion de sagesse et du lien aux autres, c'est parce que les autres particules existent aussi qu'une particule donnée a besoin d'être présent et d'avoir un corps. Et vraiment, c'est ça. C'est parce que nous sommes observés. Il y a cette notion d'observation. Vous verrez, bon, il y a des petites choses. Et l'univers a un corps, parce qu'il sait qu'il est observé et qu'il est un tout. Sinon, ce ne serait que des longueurs d'onde. Et Becker disait, il y a très longtemps, l'ostéopathe est un observateur observé, parce que l'on sent lorsqu'on travaille et qu'on accède justement dans la partie du divin, ce qui est rare, en tout cas clairement très rare pour mon cas, mais eh bien, et ça fait des traitements de fou quand ça arrive, mais eh bien, on sent une présence réellement, une intelligence. Et puis, la physique est encore un petit peu plus folle que ça, désormais, avec la notion d'intrication quantique. Ce sont les Chinois qui ont fait ça en 2017. Ça avait été modélisé avant, et d'ailleurs, au départ, Einstein disait que ça n'était pas possible. Il faisait partie de ceux qui avaient dit « ça n'est pas possible ». Et en fait, c'est possible. L'intrication quantique, c'est que en appairant, en mettant côte à côte, pendant un temps extrêmement bref, deux particules, par exemple deux photons, eh bien... Ah oui, pardon. Si, c'est ça. En mettant deux particules en contact l'une avec l'autre pendant un temps extrêmement bref, d'accord, elles vont très automatiquement, absolument toutes, se synchroniser en termes de vibration. D'accord. Et ensuite, l'expérience a été d'en garder une à un endroit et de déplacer l'autre à un autre endroit. D'accord, soit d'ailleurs envoyé directement sous forme de laser, soit physiquement dans des compartiments déplacés. Et lorsque vous donnez une information à la première, instantanément, la deuxième réagit de façon identique. Et c'est instantané. C'est plus rapide que la vitesse de la lumière, qui était pourtant une limite absolue en physique. Sachant que ce n'est pas il n'y a pas de particules qui passent entre, c'est de l'information. Et on ne sait pas du tout encore à quoi ça correspond. Il y a des théories, mais vraiment on en est loin. Et en fait... Ensuite, ils ont mis dans le satellite MOSI, donc un satellite géostationnaire, ils ont appairé des particules sur Terre et ils les ont envoyées dans le satellite. Et même chose, lorsqu'ils font vibrer sur Terre, ça vibre au niveau du satellite, ce qui est le futur des processeurs quantiques, d'ailleurs, de l'information, mais ce qui est le futur des transmissions. Là, les armées bossent à fond là-dessus, puisque justement, il n'y aura aucun moyen d'intercepter le signal. Et ils ont été encore un petit peu plus loin, récemment, dans le satellite MOSI, ils ont mis carrément un générateur de particules. Ils les ont appairés et ils ont envoyé chacune des particules dans deux villes distantes de 1200 km. Ils les envoient par laser et ils récupèrent à la fois l'information de quand elles ont été appairées, mais ensuite, lorsqu'ils en font vibrer une, eh bien, ils obtiennent, alors qu'elles se sont déplacées, les deux se sont déplacées pour le coup, ils obtiennent instantanément le signal de l'autre côté. Et tout dans l'univers, absolument tout, a été intriqué au moment du Big Bang. Tout ce qui nous compose, toute l'énergie, toute la matière, tout était intriqué à ce moment-là. Et on commence de plus en plus, ça fait longtemps qu'il y a des recherches là-dessus, mais à parler de la mémoire des particules, de la mémoire de l'eau, de l'information contenue dans la lumière. Et on est vraiment complètement dans ce sujet. Mais c'est très récent, on ne le comprend pas. La modélisation mathématique est très imparfaite. Il y a des petites notions qui sont la décohérence quantique, j'en parle très très vite. C'est le fait qu'en fait, il y a la notion d'observateur qui joue, et il y a la notion, encore une fois, le lien aux autres, des autres particules qui jouent. Plus il y a de particules, plus les probabilités de celles qu'on observe va être d'être à un endroit à un donné. Parce que c'est des immenses champs électromagnétiques qui s'influencent en permanence. Mais l'univers a été intriqué complètement. Et donc, Steele
disait, il a dit beaucoup de choses, « La vie est une substance universelle et illimitée. Elle remplit chacun des atomes et tous les espaces de l'univers. La vie est la sagesse, le pouvoir et le mouvement de tout. Pourquoi alors ne pas utiliser cette puissance qui le peut et qui le veut ?» Il disait, n'importe qui, avec un minimum de connaissances, peut trouver la maladie. Le travail de l'ostéopathe, c'est de trouver la santé et la puissance qui permet à cette santé d'exister. Et donc, d'une certaine façon, à l'être, au patient, de redevenir parfait, connecté, complètement, sans limite, avec le substratum de tout. Hop. Et... hop. J'ai des petites vidéos pour vous donner l'échelle dans quoi nous sommes réellement. Pour vous donner une petite idée de ce que c'est, parce que notre cerveau a du mal, en tout cas le mien, a vraiment du mal à percevoir tout ça, les grandeurs de tout ça. Si vous prenez un atome, donc vous avez le noyau, vous avez les électrons autour, si vous le mettez à l'échelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le noyau de l'atome, c'est une balle de baseball au centre de la cathédrale. Et les électrons, qui sont en fait des nuages électroniques, c'est-à-dire que plus on est au centre d'une zone, plus on a la probabilité de trouver une charge négative, ça passe son temps à switcher entre charge neutre, charge négative et corps. Et voilà, ce sont des petites têtes d'épingle qui gravitent avec le plus éloigné, qui est donc à la périphérie de la cathédrale. Ça fait vraiment loin, la balle de baseball, elle est loin à distance de tête d'épingle. Et au sein d'une molécule, par exemple une molécule d'eau, l'atome le plus proche, il va être à la cathédrale de Chartres. Donc à distance de balle de baseball ou de tête d'épingle, c'est extrêmement loin. Et donc les atomes s'appairent entre eux pour former des molécules, qui vont former des protéines, qui vont former nos cellules, nos organes, nos tissus, qui vont former notre corps. Et nous, parce qu'on décide, on bouge tout ça. Mais pour donner une idée de ce que c'est vraiment, voilà quand on zoome, vous avez les selles en bas. La pupille, vous allez avoir un capillaire, un vaisseau sanguin, avec les globules rouges, les globules blancs, cellules immunitaires, à l'intérieur desquels on va retrouver les chromosomes, qui sont donc ces doubles hélices avec des atomes. Et au sein de l'atome, vous allez avoir, et c'est très petit, très très petit, vous allez avoir les zones orbitales, les électrons, plusieurs qui sont définis sur plusieurs zones. Et encore au centre, très loin, très très loin, vous avez le noyau de l'atome, qui est composé de quartz. Qui sont encore les particules quasiment les plus petites qu'on ait trouvées. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'échelle de ce que l'on est. Et nous, on bouge tout ça. Et pour donner une échelle de dans quoi on est, exactement, voilà l'échelle de l'univers. Notre Terre, notre satellite, les autres planètes, notre Soleil, qui a un champ autour qui s'appelle l'héliosphère. C'est sa zone d'influence en termes de particules, c'est ça. Ça, c'est l'héliosphère, la zone d'influence du Soleil. Les autres étoiles de notre galaxie. La voici, notre galaxie. On est dans un des bras de notre galaxie, avec le centre ici qui est un gigantesque trou noir. Et on s'éloigne encore un peu. Et vous allez avoir d'autres galaxies. Et voilà ce que l'on observe, l'univers, une partie, la partie visible.
Et tout ça s'expand à des vitesses gigantesques. Et tout ça a été connecté en un seul point, qu'on ne peut même pas quantifier, et on arrive seulement à s'approcher à 0,0001 seconde du moment du Big Bang, mais pas à l'instant zéro. Et je fais une petite parenthèse parce que j'ai fini, mais pas vraiment. Parce que je vais vous montrer juste, c'est intéressant aussi, voilà la représentation classique que l'on a tous en tête de ce qu'est notre système solaire. D'accord ? C'est un système héliocentré, centré sur notre Soleil. Très bien. Hop. Mais voilà la réalité modélisée de ce qui se passe. Parce qu'il se déplace à 70 000 km par seconde dans l'univers, dans une branche qui s'appelle la branche d'Orion, autour du centre de notre galaxie, avec les planètes qui gravitent autour et une zone de protection qui s'appelle l'héliosphère. Et il fait un mouvement sphéroïde autour du plan du disque. Voilà ce qui se passe. Voilà dans quoi on est réellement, de ce qu'on en comprend actuellement. On peut passer aux questions, Benoît ? Oui. En tout cas, merci pour cette présentation. Benoît Retailleau. Merci beaucoup. Merci. Merci, Benoît. Merci. Merci infiniment. Merci pour... Nous nous accordons jusqu'à 12h15 pour les questions. Donc faites-moi signe et je vous apporte le micro. Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler du mot vie, la vie. V-I-E. Si je dis la vie, c'est de la vibration, le I, c'est de l'information, et le E, c'est de l'énergie. Est-ce que je dis une bêtise ou c'est pas mal? Non, c'est pas mal. C'est une façon, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Ah, c'est pas mal. C'est joli. Effectivement, c'est une façon de très assez proche de la réalité de percevoir les choses. Mince, à l'instant, j'ai eu une idée, je voulais rebondir là-dessus. Eh bien, ça va me revenir. Mais effectivement, c'est très joli. À mettre dans la prochaine conférence. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitez que je développe un petit peu? Autre question, mais c'est ouvert. La parole est à la salle. Merci Jean-Michel. Benoît, en t'écoutant tout à l'heure, moi je pensais à tous les systèmes qui ont été élaborés bien avant, effectivement, ces grandes découvertes, le Big Bang, la théorisation. Je pensais à Démocrite, au philosophe de l'Antiquité, surtout à Épicure, Lucrèce, le De Natura Rerum. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'il y a une relation entre ce que tu as dit tout à l'heure, concernant le quantique, et le clinamen, et la théorie des atomes crochus? Parce que c'est quand même quelque chose qui est étonnant. La pluralité des mondes constitués vient effectivement de l'affinité entre deux atomes qui ont un crochet et qui, par affinité, se retrouvent. Ou du moins s'harmonisent à deux. Voilà, c'était ma question. Alors, exactement. Démocrite a eu une idée, un concept, en se disant lorsqu'une roue de charrette s'use, eh bien, il va y avoir il y a forcément des fragments petits. Et si on imagine pouvoir les user ou les couper le plus possible, il y a bien un moment donné où ça s'arrête. Il ne peut pas à un moment donné, en coupant à chaque fois de la matière, c'est vrai si vous prenez du pain, puis de la mie de pain, que vous coupez encore et encore et encore, il ne peut pas y avoir rien à un moment donné, parce que sinon on ne pourrait pas faire l'effet inverse et on ne pourrait pas reconstruire. Il faut bien avoir quelque chose au départ, la plus petite unité possible, qui permette ensuite
de reconstruire. Et ça a été le premier à vraiment donner ce qui est maintenant une notion d'atome. On sait qu'à l'intérieur de l'atome, il y a autre chose, et on part même, du coup, ce que je vous disais, beaucoup plus loin. Oui, petite parenthèse, c'est ça que j'avais oublié aussi, sur l'expérience des fentes de Jung. On peut dire, oui, c'est une histoire de particules, donc c'est vraiment des objets extrêmement petits, etc. Sauf qu'on est rendu à réussir à le faire exactement la même démonstration, mais avec des molécules qui font 2000 atomes. Et elles se comportent exactement comme une seule particule. Et donc, la recherche scientifique actuelle, parce que ça c'est très récent, ça date de quelques mois, elle se demande où est la limite, puisque par une démonstration de pensée, si on met un corps humain dans un canon que l'on propulse extrêmement vite contre un mur avec 2 fentes et un mur derrière, c'est pas une onde qui passe et qui à un moment donné va donner un point. On peut vraiment suivre. Pourtant, quand on arrive à des échelles moléculaires désormais, donc bien au-delà d'une simple particule, eh bien ça se comporte quand même comme une onde. Donc vraiment la notion d'observateur rentre en compte. Mais voilà, c'était effectivement cette notion-là. Donc elles étaient forcément au départ une unité. Et donc ces unités ont donc forcément eu des moyens, il a imaginé des crochets, mais des moyens de se lier pour ensuite, à partir de là, créer une unité. Et il a eu la même réflexion avec le temps, avec une idée par rapport à Achille qui fait la course avec une tortue. Et donc on imagine une tortue qui part sur une piste de course. Et on imagine Achille qui part 100 mètres derrière. D'accord ? Achille est censé courir beaucoup plus vite qu'une tortue. Ceci dit, si le temps que l'on divise était infini, d'accord ? S'il n'y avait pas la plus petite unité de temps possible, c'est un exercice de pensée, parce que c'est pas tout à fait... Voilà, il y a des subtilités. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que Achille parcourt une distance dans un temps, mais la tortue en parcourt aussi. Donc quand Achille en reparcourt à nouveau, mais la tortue en a fait aussi un peu. Et donc, jamais Achille ne pourrait, ne serait-ce qu'arriver au même niveau que la tortue, et encore moins la dépasser dans cette vision-là. Sauf si, à un moment donné, il y a une unité de temps qu'on ne peut pas réduire. Et dans cette unité de temps-là, effectivement, à un moment donné, Achille arrive au même niveau, puis il dépasse. Exactement. Ouais. Oui. Je me rappelle d'ailleurs que atome, je crois que ça veut dire qu'il ne peut pas être coupé. Donc il y a eu un moment dans l'évolution de la science où on pensait qu'on ne pouvait pas diviser ça. C'est exactement ça. Et c'est malgré tout un peu toujours vrai, parce qu'on ne peut pas le couper, mais on peut l'exploser. Alors mon intervention, c'est pas ça. Tu as parlé du Big Bang, oui, mais il y a eu également une notion du Big Crunch. Et certains disent il y a une période d'expansion, une autre de contraction. Tu peux nous dire un mot là-dessus ? Alors, effectivement, c'est super intéressant. Merci. En fait, et on rejoint. Alors là, il y a sûrement des bien plus grands spécialistes que moi dans cette salle, mais il y a eu, j'ai lu les textes, j'en parlais, la traduction de la Genèse. Vous allez voir où je veux en venir. Eh bien, dans la Genèse de la Bible, quand il y a une traduction littérale qui est faite, donc après qui est très sujette à interprétation. Mais la particularité des langues anciennes, notamment l'hébreu et l'araméen, c'est que les syllabes ont un sens et que l'ensemble du mot inclut un autre sens aussi. Un peu comme on pourrait dire des hiéroglyphes. Et en fait, mais on a un peu ça aussi avec notre étymologie, hein. Mais voilà, c'est quand même très présent. Et du coup, Dieu, c'est quelque chose, donc ce sont des lettres qui sont traduites par Yahvé, Jéhovah, mais voilà, ce sont des traductions parce qu'en fait, on ne peut pas le prononcer, l'idée, elle est là. Mais il y a une notion qui est quand même dans beaucoup de courants, c'est qu'il est défini et il inclut tous les autres. Ensuite, c'est créa dans le sens, c'est sa première fonction. Avant tout, il est créateur. Il a créé la mer et les cieux, et la mer, c'est quelque chose qui se contracte, et les cieux, c'est quelque chose qui se dilate. Donc il a créé, sa création, c'est quelque chose qui se contracte et qui se dilate. Et quelles que soient les échelles à laquelle vous vous calez pour percevoir ce qui nous entoure, quels que soient les moyens que vous utilisez, vous trouvez toujours cette notion-là de vibration, de contraction et de dilatation. D'accord ? Et effectivement, très probablement, tout le monde n'est pas d'accord, mais probablement qu'avant le Big Bang, il y avait autre chose qui était en phase de récession, qui s'est contractée. Parce que c'est très compliqué à concevoir quelque chose qui s'expand, qui se refroidit, et qui finirait par ne plus exister. C'est une des hypothèses, ce serait que tout d'un coup ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi, ça se stabilise, et ça devient immobile. Bon. L'autre possibilité, c'est que l'univers se refroidit, et puis à un moment donné, s'arrêtera complètement, sera complètement froid, et on ne sait pas ce que ça deviendra, parce que sur le froid absolu, on ne sait pas, on s'en approche, mais on ne sait toujours pas.
Et puis l'inverse, ce serait plutôt que tout d'un coup, il y a un mouvement de repli qui se refait, de gravité qui se remet en place. Et on reviendrait, ce sont des rebonds perpétuels de l'univers. C'est la théorie du Zim-Zoom d'Isaac Luria. Ah, je connais pas. Le Zim-Zoom. D'accord. Je regarderai. Je regarderai, merci. Alors sur ces sujets, je vous recommande également un livre dont vous avez peut-être entendu parler, Dieu, la science, les preuves, plus loin preuves, l'aube d'une révolution, écrit par Olivier Bonassi, le fondateur de la chaîne Aletheia, et Pierre-Yves Bolloré, le grand frère de Bolloré, celui qu'on connaît. Et donc ce livre est absolument passionnant. Il se trouve que nous allons recevoir ces deux auteurs au CERA, le Centre d'échange et de réflexion pour l'avenir, que j'ai le grand plaisir et honneur d'animer, avec quelques amis qui sont présents dans la salle. Et nous les recevrons donc le 22 juin, c'est bien ça. Nous serons à Cholet, au théâtre Saint-Louis à Cholet. Donc notez déjà cette date dans vos agendas, parce que ce sera un événement. En tout cas, nous le voyons comme ça. Et oui, ce sera une conférence avec des musiciens également. Voilà, donc, juste pour vous dire ça, le 22 juin 2023. Merci. Bon. J'ai une toute petite précision à faire. Je voudrais continuer juste sur cette notion, très rapidement, de création, qu'on retrouve dans pas mal de cultures. C'est qu'ensuite, c'est décrit que dans la Genèse, Dieu habite sa création de sa lumière. Il est décrit plus loin comme le plus lumineux. C'est qu'il l'habite de quelque chose, d'accord ? C'est pas vide, d'accord ? Certains disent que c'est l'Esprit Saint, okay. Mais c'est vraiment ça. Il l'habite et il est présent dedans, partout. Il l'a créé, mais il est là. Et le dernier jour, c'est pas du tout qu'il se repose, c'est qu'il redevient lui-même. Il a fait tout un processus de création, mais tout ça n'a rien changé au fait que, de façon absolue, il est Dieu. Voilà. Merci, vraiment. Merci Benoît Retailleau. Donc, brillante démonstration et surtout une très belle interprétation de ce qu'est ton métier. Et on a été très sensible à ce que tu as produit. Moi, vraiment le premier. Surtout que en t'exposant, je m'exposais moi-même. Mais je savais. Bon, c'est vrai que tu nous as effrayés avec cet univers qui risque de se refroidir. Mais on va se consoler avec le réchauffement climatique. N'est-ce pas ? Je retiens aussi une chose intéressante, c'est que finalement, les ondes dont tu parles sont souvent représentées sous la forme d'un serpent. Alors j'ai envie de dire, est-ce que le serpent de nos textes anciens ne contiennent pas la connaissance et par voie de conséquence, justement, l'onde ne déteindrait-elle pas la connaissance ? Vous voyez, ça c'est vraiment un sujet qu'on pourra aborder dans les journées de la salamandre pour l'équinoxe du printemps prochain sur la thématique de la fée Mélusine. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est très curieux d'ailleurs parce que quand Jean-Michel nous a attribué les chambres à tous les intervenants, ils n'ont pas choisi quelle chambre nous attribuer et moi je suis tombé sur la suite Mélusine. Et je me suis dit, franchement, c'est un sacré clin d'œil de cette entité zoomorphique, serpentiforme, fabuleuse. Et ça sera l'occasion pour toi de développer aussi le sujet de la femme et de la santé. On en parlera lors des soirées d'hiver. Il est déjà embauché pour la suite. Vous dire aussi que ce colloque qui va se poursuivre avec Philippe Cissé cet après-midi, donc sur la thématique des sites templiers et hospitaliers en géobiologie. Philippe Cissé, ici présent, voilà, est un merveilleux géobiologue. Je dis merveilleux parce qu'il est plus qu'un géobiologue. Au même titre que d'ailleurs, Benoît est plus qu'un ostéopathe, comprenez bien. Ce sont des gens qui sont habités d'autres choses et que finalement, leur métier, c'est juste leur terrain d'expression. Mais ils creusent, ils polissent leurs pierres pour en faire un diamant. En ce sens, vous êtes des éveilleurs et c'est pour ça qu'on est vraiment heureux de vous accueillir et surtout on est honoré de vous accueillir avec Jean-Michel Mousset et toute l'équipe qui s'articule. Je pense à Amélie, je pense à Fanny, je pense à David, je pense à toute cette équipe. Il serait peut-être l'heure des remerciements. Laurent, parce que nous allons donc à 12h30 rendez-vous pour le déjeuner. Donc un grand merci. Alors peut-être qu'on pourrait leur ouvrir la porte là-bas ou leur dire
de venir. Un grand merci aux équipes du Château du Boignard et donc à notre chef cuisinier Valentin et à son équipe de cuisiniers. Et ben voilà, alors ils nous entendent ou ils peuvent peut-être avancer pour entendre nos remerciements, parce qu'on a été, comme vous l'avez vu, on a été bien traités, bien soignés. Fabienne, donc une de mes sœurs, dirige le Château du Boignard. Donc merci à toute l'équipe du Château du Boignard. Voilà. Oui. Voilà, vous leur transmettrez nos remerciements. Merci aussi à David, à toute l'équipe technique là. Donc mon fils Pierre-Marie, David. Et David, donc, qui a officié au son et aux lumières, parce que les lumières de la salle, mais aussi les lumières extérieures, pour ceux qui ont fait l'expo hier soir, c'est David qui a mis les sculptures en lumière. Voilà, est-ce que j'oublie quelqu'un? Évidemment, Amélie, qui est la pièce maîtresse ouvrière de tout ça. Bon. Fanny, Laurent, oui, grand merci. J'espère que je n'oublie personne, si. Ah bon? Ah bah. Non, justement. On a changé, ouais. Non, c'est bien le 22. 22 juin, enfin ça, vous aurez le temps d'affiner. Hein. Vous pouvez peut-être noter les deux dates si vous voulez, 20 et 22 juin. Et puis évidemment, un immense merci à tous nos intervenants, ça, Benoît ici présent, mais tous ceux que vous avez entendus hier et ceux qui vont arriver cet après-midi. Et évidemment, un merci aussi à chacune et chacun d'entre nous, vous, parce que on s'amuse, comme vous avez pu le voir, on s'amuse comme des enfants avec Laurent et toute l'équipe. Mais c'est quand même vachement plus marrant quand on est à plusieurs à s'amuser. Donc c'est grâce aussi à vous qu'on peut s'amuser comme ça. Donc merci à vous d'être présents. Et... Alors Jean-Michel, merci à toi aussi pour la confiance que tu nous témoignes. Et bien sûr, merci à l'univers, hein, sans qui on ne serait pas là et on ne pourrait pas faire grand-chose. Voilà. Donc, on a encore peut-être quelques minutes, là, si jamais il y avait des questions. On avait prévu d'arrêter à 12h15, donc il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu plus de la glande pinéale et si, comment ça s'articule dans le tableau que tu as fait de modèles biocinétiques, etc. Oui. Je vais faire... Hop, je reviens là. Alors, en fait, la glande pinéale, c'est une petite glande qui fait 0,2 g. C'est tout petit. Qui effectivement extérieurement a une forme de pomme de pin. Et qui principalement règle le cycle circadien, donc la notion de jour et de nuit, d'accord ? Mais elle n'est pas essentielle. Descartes disait que c'était le siège de l'âme, mais en fait, elle n'est pas essentielle, puisque dans des opérations chirurgicales, ils ont pu l'enlever, dans certains cas, c'est assez compliqué après à réguler, mais vraiment, la personne continue à vivre et à être. En revanche, elle est vraiment très très particulière. Ah oui, c'était ça que je voulais préciser. Dans le canal de l'épendym, il y a ce qui s'appelle le fil de Resner. J'en ai parlé un petit peu ou pas? Très peu, hein. Ouais. En fait, c'est une petite chaîne de glycoprotéines
d'accord, filamenteuse, très fine, qui est produite dans cette région-là, juste en avant de la glande pinéale, vraiment dans l'axe, et qui coule dans le canal de l'épendyle. C'est-à-dire que longtemps, le canal de l'épendyle, on considérait en médecine, en anatomie, que c'était un reliquat qui ne servait à rien. Mais à l'intérieur, il y a du liquide céphalorachidien qui circule, comme à l'extérieur, comme partout autour du système nerveux central. Et vous avez ce petit fil de Resner, qui est en fait extrêmement conducteur. C'est plus de 1000 fois plus conducteur que les nerfs. Mais on ne mesure rien à circuler dedans. D'accord ? Pas d'électricité, pas de courant, pas d'activité, rien du tout. D'accord ? Et c'est transparent, un peu comme une fibre optique. Et donc ça vient se terminer juste en dessous de la glande pinéale, dans laquelle il y a des cristaux d'apatite. C'est de la natte, quand on ouvre, c'est des petits cristaux violets, qui ont des caractéristiques de résonance uniques dans le monde minéral. Et très souvent, le chakra couronne est représenté par une couleur violette. Donc, vous avez ce petit fil à l'intérieur du canal, à l'intérieur de toute notre moelle épinière, qui vient pile poil se jeter dessous, même s'il y a un petit angle malgré tout. En fait, il commence réellement là, avant il n'est pas mature. Voilà. Il vient pile poil se jeter dessous. Qui effectivement, dans beaucoup de cultures, correspond au troisième œil. Et les Chinois, et notamment les acupuncteurs, rigolent pas mal parce qu'ils expliquent que oui, on ne trouvera jamais rien tant qu'on mesure avec nos appareils, parce que ce n'est pas de l'électricité, ce n'est pas du courant, c'est ce qu'ils appellent du chi. Et donc c'est une force vitale. Mais ils arrivent à en faire quelque chose, et dans certains cas, ils arrivent à transformer ce chi en une réelle énergie mesurée, d'accord, quasiment en courant. Quasiment. Mais voilà, vous avez ça. Et cette petite glande pinéale, depuis très longtemps, et on ne sait pas pourquoi ça a autant fasciné. Alors, il y a la notion de pomme de pin qui voilà, a une forme géométrique très particulière. C'est une suite de Fibonacci, c'est super joli. Et effectivement, malgré tout, systématiquement, donc les dieux très anciens qui transmettaient leurs connaissances aux hommes, c'était très souvent les connaissances du feu et les connaissances de la médecine. Eh bien, sont très souvent représentés donnant une pomme de pin. Je crois que c'est Enki, si je ne me trompe pas. Je crois. C'est un dieu vraiment, voilà. Et vous en avez deux. C'est possible, hein ? Voilà. Vous avez... Et qui donne, qui est représenté, Hélé, un dieu Hélé, qui donne une pomme de pin à l'homme. Et vous le retrouvez vraiment voilà, chez différentes après, cultures. Et vous le retrouvez partout, en Inde, je crois au Tibet. Hein, c'est un symbole assez universel. Et extrêmement souvent, il y a un axe qui l'amène. Très très souvent. Et hop. Et je fais, du coup, je te remercie, puisque j'ai quelques petites minutes, le lien avec ça, que je les avais très vite. Au niveau de notre système nerveux, vous avez le système nerveux volontaire, d'accord ? C'est vraiment ce qui dirige notre conscience. Globalement, c'est le néocortex et puis une partie des centres nerveux, le corps vraiment des neurones. Et puis, du système nerveux central. Et puis, vous avez le système nerveux autonome. Le vrai nom, c'est neurovégétatif, d'accord ? Qui en fait est fait de deux contingents, un peu comme les zones balance. C'est toujours pareil. Il y a un peu plus de complexité, mais très globalement, ça fonctionne vraiment assez bien comme ça. Qui sont comme dans une balance. Vous avez d'un côté l'orthosympathique. C'est notre système d'action et d'éveil, géré par l'adrénaline. Et de l'autre côté, le parasympathique. C'est commandé par les nerfs vagues, que je vais vous détailler. Et c'est le neuromédiateur, c'est l'acétylcholine. Et c'est notre système d'endormissement et de digestion. C'est pour ça que les gens, quand ils font un malaise vagal, ils tombent dans les pommes et ils vomissent. D'accord ? C'est pour ça qu'après manger, on ferait bien une petite sieste. Et à l'inverse, quand on fait du sport, on n'a pas très faim. Et donc, le système orthosympathique, ce sont des chaînes qui s'appellent les chaînes caténaires, ce sont des chaînes de ganglions, surtout en avant entre chaque corps vertébraux, en avant de chaque côté. Ça fait une chaîne comme ça, tout le long, un petit peu au niveau lombaire aussi, très peu au niveau cervical. Et puis vous avez les nerfs vagues qui sortent ici, là c'est le conduit auditif, donc qui sortent vraiment en arrière ici, ça s'appelle au niveau de l'occipitomastoïde. Ils vont descendre, ils vont fermer quelques petits ganglions, mais ils vont commencer à en former toute une chaîne ici vraiment plus importante, ici, qui va former ce qui s'appelle le plexus stellaire, plexus en étoile. C'est les ganglions cervico-inférieurs et les cervico-thoraciques, d'accord ? Et qui est extrêmement lié aux organes, mais extrêmement lié à nos émotions. C'est pour ça qu'il y a des émotions qui vont donner la boule dans la gorge, la modification de la voix, le poids sur les épaules. Les nerfs continuent à cheminer, hop,
vont rejoindre la zone entre l'aorte qui vient du cœur et puis l'œsophage. Il y a une zone ici assez particulière, j'en parle un petit peu après, qui correspond au plexus cardiaque. D'accord ? Mais les nerfs vont cheminer avec, au niveau des chaînes caténaires, ce dont je parlais de chaque côté des lombaires, des vertèbres, pardon. Eh bien, au niveau des dorsales, vous avez le ganglion cardiaque qui est très particulier, qui est plus gros que les autres, celui de gauche, vraiment. Et vous avez ensuite, ils continuent, ils vont traverser le diaphragme et ils vont former le fameux plexus solaire. Tout le monde a, je pense, entendu parler. D'accord ? Voilà, en fait, il y a quatre plexus, mais globalement, ça forme vraiment une zone, ce qui va donner la boule dans le ventre, pas d'appétit, des nausées, etc. Les nerfs continuent leur chemin. Il y a une partie qui se répand énormément dans tout le système digestif, qui est très vague, qui est très vaste, et qui va commander vraiment tout le système digestif, mais il continue, et sous la bifurcation de l'aorte, quand l'aorte se divise en deux pour aller vers les membres inférieurs, eh bien, vous avez le plexus hypogastrique inférieur, mais qui va donner le plexus sacré, qui rejoint d'autres nerfs aussi. Là, vous avez les petits ganglions de la chaîne caténaire. Voilà, le plexus sacré. Ce qui fait qu'avant un examen, avant un entretien d'embauche, avant une conférence, vous avez 10 fois aux toilettes. Voilà. Et donc, c'est à cause de lui. Et vous avez ensuite un petit ganglion. Donc là, vous avez la chaîne caténaire qui est rejointe dans le bas énormément. Il y a de temps en temps quand même des communications, hein, mais qui est rejoint énormément par ce système des nerfs vagues et qui termine sur un petit ganglion impair au niveau du coccyx, qui est le seul ganglion impair de cette chaîne caténaire. Et vous avez ici les nerfs vagues, un premier plexus, un deuxième plexus, un troisième plexus, une zone très complexe ici, c'est schématisé, il y a vraiment beaucoup ici, et un petit plexus ici. Et vous avez le premier chakra, le deuxième chakra, qui est une énorme... On dit que celui-là, c'est celui qui est géocentré. Alors, c'est pareil, plus compliqué que ça, mais il est géocentré. Et en ostéo, on explique que les gens qui ressentent comment on appelle ça, les cours d'eau dans le sol, d'accord, les sourciers, merci beaucoup, il faut être très très prudent quand on vient travailler sur ce petit ganglion coccygien. Ça a toujours été dit. Voilà. Et donc, voilà, premier, deuxième ici, le troisième avec le plexus solaire, le quatrième avec le plexus cardiaque, le cinquième avec le plexus de la gorge, et là-haut, en violet les deux, même s'il y a des teintes indigo, etc. Voilà, le troisième œil et le chakra couronne, qui ne sont pas du tout des termes qu'on utilise en ostéo, hein, mais en fait, ça correspond à des choses. Donc vous avez en fait un axe central avec une chaîne de glycoprotéines vraiment physique qui vient se terminer ici et qui amène quelque chose. La nature ne fait rien, il n'y a pas de raison quand ça existe et qu'il y a une fonction. Et vous avez en parallèle de ça tout notre système nerveux qui régule absolument tout, qui vient former des plexus ici. Et donc, dans ce qui est décrit en ostéo, on ressent ce qui a été appelé la ligne médiane bioélectrique. Quand on se connecte, on peut sentir un fil, des fois c'est fin comme un cheveu, des fois c'est morcelé, mais la plupart du temps, c'est un fil. Et chez les gens qui sont très très chargés en énergie, beaucoup d'énergéticiens, de soigneurs que l'on a, eh bien on sent ce fil, il est vraiment particulièrement grand et on a presque l'impression qu'il déborde. Voilà. Et vous avez cet axe-là qui vient se terminer au niveau de la glande pinéale. D'accord. Et il y a des petites parenthèses, il y a des choses. Les nazis avaient mis du fluorure dans l'eau dans les camps de concentration, parce que ça, et c'est décrit, hein, ce sont les médecins nazis qui ont fait ça, parce que ça calcifie la glande pinéale, et qu'ils ont remarqué que les gens étaient beaucoup plus dociles. Les Russes et l'Alliance, quand ils sont venus, ils ont eu tous ces documents-là, et on s'est mis à avoir du fluorure dans l'eau courante, dans les robinets, d'accord, qui était soi-disant pour les dents blanches et contre le tartre. Pour la petite histoire, mes parents sont dentistes. Il y a énormément de gens qui ont des petites taches blanches parce que ce sont des excès de fluorure. Il y a des cas où il y a des carences de fluorure et c'est intéressant de complémenter, c'est très rare. Mais par contre, il y a des excès de fluorure qui se manifestent parce que du coup, l'émail se densifie beaucoup trop. Et dans les IRM actuellement, peut-être qu'il y a des médecins dans la salle qui peuvent le confirmer, eh bien, presque tout le monde a une glande pinéale calcifiée dans nos... Donc on entend parler, notamment en médecine ayurvédique ou autre, qui est des moyens de détoxifier la glande pinéale, etc. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en ostéo, c'est vraiment pareil, une glande qu'on aborde avec beaucoup de délicatesse. Et de temps en temps, on a des réactions assez folles avec des gens qui ont des réactions. J'ai vécu ça en tant que patient d'ailleurs. C'était assez fou.
transmutation et santé. Benoît, est-ce que... Ah, une remarque de notre lama. Ouais. Une toute petite question, c'est comme la glande pinéale semble-t-il vraiment loin et inaccessible, enfin, comment est-ce que vous agissez en ostéopathie sur la glande pinéale? Alors, en fait, il y a des théories qui disent que c'est une histoire de pression qui se met et de température. C'est-à-dire que ce qui a été mesuré, c'est que quand on est dans le liquide amniotique, le fœtus est dans le liquide amniotique, eh bien, il est suivant les individus, mais c'est stable toute la grossesse, il est entre 11 et 13 mm de mercure, c'est une notion de pression. Voilà. Et c'est stable. Et il est à 37,5 degrés, et c'est stable. Et du coup, lorsque l'on pose les mains, quand on y met une certaine intention, et quand on gère surtout la pression que l'on met, eh bien, on retrouve cet état-là, qui était l'état de division cellulaire où il n'y avait normalement pas de défaut. Quand il y avait des défauts, ils sont censés finir en fausse couche. Et donc, le fœtus était censé, surtout au départ, être, entre guillemets, parfait dans son fonctionnement. Et donc, on aurait une activité extrêmement forte des cellules souches, voilà, de tout un système qui permettrait ça. Sauf qu'effectivement, ça n'explique pas du tout comment on peut aller travailler, que ce soit sur les hémisphères cérébraux, sur les ventricules, et encore moins sur la glande pinéale. Et pourtant, on y arrive parce que ça a été mesuré. C'est-à-dire que la glande pinéale, et ça a été mesuré sur des yogis en IRM, lorsqu'ils sont en état de méditation, eh bien, il y a un liquide qui sort, on ne sait pas ce que c'est, mais on voit une activité avec vraiment une substance qui sort. Mais ça n'est pas du tout objectivé, ni lorsqu'il y a des opérations en neurochirurgie, et encore moins sur le cadavre. Donc on ne sait pas ce que c'est. Mais par contre, ce qui a été mesuré, c'est que les yogis dans cet état-là, ils ont une consolidation osseuse qui a augmenté de plus de 30%, un peu comme quand il y a vibration du ronronnement des chats, et qu'il y avait vraiment une activité de réparation du corps qui était vraiment accélérée. Et voilà, l'ostéo a peut-être un rôle aussi par rapport à ça. Et donc, en fait, c'est une histoire de projection. Ce que nous on dit, ce que l'on ressent, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va être capable de projeter, on appelle ça les mains embryonnaires, ou les mains quand on veut travailler sur quelque chose de précis, qu'on n'est pas sur de l'ouverture, eh bien, on appelle ça la technique des mâts huilés, c'est-à-dire qu'on imagine avoir des mâts, c'était Baker qui avait le mieux décrit ça, mais Steele et Sutherland le faisaient, voilà, des mâts qui passent et qu'on va venir focaliser sur la zone que l'on souhaite avoir, d'accord, et comme si nos mains transparentes, les plus légères possibles, venaient et glissaient le long de ses mains pour arriver sur cet endroit-là. Et à ce moment-là, on reste toujours cet état de calme et de tranquillité, d'accord. Et le fulcrum se met à cet endroit, le still point a lieu à cet endroit-là. Et c'est toujours du still point, de ce point, que tout le déroulé, toute la transmutation a lieu. Et donc on peut choisir l'endroit où on travaille. Et il y a vraiment une projection. Merci Benoît. Transmutation et santé. Benoît Retailleau.